في حلقة بوتيك لليوم، الحلاوة دخلت بيت الفقير كما الغني. واليوم في برنامج بوتيك سندخل بيت الحلاوة الأعرق والأشهر في اسطنبول، الذي تختبئ في جنباته حكايات الأجداد المؤسسين ويرويها الأحفاد. شيليون لم يتخلى عن طبعه العائلي منذ 130 عاما. الحفيد لا زال يدير المطعم الأساس في بروكسل، وفروعه منتشرة في مدن أخرى. الكتان قماش وجد من يحتفل به ويقدره في بلاد الباسك، حيث أنشئ هذا الدكان على أيدي عائلة فلاحين ابتكرت وطورت ولا زالت تصارع للاستمرار. بوتيك الحلاوة في تركيا سيأخذكم إلى موائد السلاطين الذين اختبروا النكهة وأطلقوها بعد ذلك إلى عامة الناس. Yılımıza özel bir kitap yaptırmıştık 2007 senesinde. Burada işte helvanın tarihçesi ve ilk açtığımız Sultanahmet'teki mağaza, o zamanlar Denizli'de mesela helva evi olarak geçiyordu. يقلب 100 عام من الخبرة في صناعة الحلاوة التي أصبحت ضمن ثقافة المجتمع وأعطت شهرة للمدينة. Şimdi ailemiz 4 kuşaktır helvacılık yapıyor. Yani şekerli ürünler üretimi yapıyor. 1900'lerin başında Denizli'de Hacı Emin Bey tarafından adını kendisinden almış olduğum daha sonra dedem Halil İbrahim Adil Dindar Şam'da askerlik yapmaya gitmiş. O zamanlar askerlik görevi çok uzun sürüyormuş. 8 sene kadar Şam'da, Suriye'nin Şam şehrinde askerlik yapmış. Ve orada birçok yeni tatlar, yeni tatlılar öğrenmiş. Yapımı için çaba sarf etmiş. Birçok üretim yapan kişinin yanında bedelsiz olarak çalışmış ve öğrenmiş. Ve bu öğrendiklerini babasının yanına döndüğü zaman babasının dükkanında Denizli'de tatbik etmiş. إذن الحلويات التركية نكهتها شامية، ولكن شهرة الحلاوة والحلقوم والسكريات استمدت من حضورها على الموائد في قصور السلاطين العثمانيين قبل أن تصبح في متناول الشعب. Bunun dışında tabii saray yiyeceğidir helva özellikle. Sarayda böyle mozaiklerde de rastlıyoruz. O zamanlar helva muhabbetleri, helva sohbetleri adında geceler düzenlenirmiş Topkapı Sarayı'nda. Bu çok eski zamanlardan beri bu şekilde yapılıyor. Biz bunu makineyle de yapmamız mümkün fakat bizim istediğimiz kıvamda bu bahsettiğim şeker liflerinin kopmadan
bir kıvam oluşturmasını engellediği için makineyle tercih etmiyoruz ve bu şekilde ustalarımızla bu yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. الحلاوة تصنع بنفس الأسلوب القديم ونفس الأدوات، وبعد أن كان تذوقها وقفا على الميسورين، ها هي تتحول إلى حلو شعبي متواجد في أغلب المحال. Burada işte Aydın Boysan'ın ve değişik akademisyen ve sanatçı dostlarımızın bizim için yapmış olduğu söyleşiler var. Rahmetli Gazanfer Özcan burada bizim için çok şeyler sarf etti. Güzel, olumlu sözcükler sarf etti. Türk lokumu bizim için çok önemli bir ürün. Adı üstünde Türk ananevi bir ürün, Türk geleneksel bir ürünü. En iyi şekilde Türkler tarafından geliştirilmiş bir ürün. Ve yurt dışında da o yüzden ülkemizin adıyla özdeşleşmiş Turkish Delight denilen bir ürün. Helva deyince ilk akla gelen marka Koska. Koska deyince ilk akla gelen şey helva oluyor. Yani helva ile Koska özdeşleşmiş bir marka. Bu da işte ilk Topkapı zamanında 1970 senelerinde Topkapı'da çalışanlarımızla birlikte o zamanlarda çektirdiğimiz bir fotoğraf. Bu da Topkapı'daki fabrikamızın ön yüzü. 1970'li yılların başı bu zamanlar. Bu da bizim şu andaki mevcut fabrikamız. بعد الفاصل. L'affaire a été au début du siècle dernier. On a gardé le restaurant, il y avait 2 maisons, c'était un petit restaurant de quartier, je dirais. النكهة المعتقة تملأ جنبات مطعم شيليون ذو الطبق الأشهر عندما نتحدث عن بلح البحر. المحار، الفاكهة البحرية التي تحولت مع ليون إلى أسطورة المطبخ البلجيكي، حيث لا شيء يعادل طبقا بحريا بنفس منزلي وأسلوب طهي متقن. Je m'appelle Rudy Van Lenker, je suis l'héritier à la 5e génération d'une vieille famille de restaurateurs bruxellois. Et ici, on est au siège de Léon de Bruxelles, rue des Bouchers, en plein centre du cœur de Bruxelles, tout près de la Grand Place, dans la maison historique où mes aïeux ont commencé il y a près de 130 ans maintenant. إنه العنوان الذي يقصده كل من يزور بروكسل. شي ليون، المطعم الذي يفوق عمره عمر الجمهورية البلجيكية.
Léon Van Langer était un restaurateur déjà à l'époque, en 1893, et qui a épousé une cuisinière aussi et qui exploitait un petit restaurant qui s'appelait La Ville d'Anvers, à 300 mètres d'ici. Et il a eu l'occasion de racheter le 18 rue des Bouchers, et donc en 1893 exactement, il est venu s'installer ici, et il a appelé son restaurant Chez Léon. On peut dire que c'est vraiment l'inventeur du moule frites, donc qui est devenu le plat national en Belgique. Et si vous regardez sur les vieilles photos aussi de la façade, vous verrez qu'il y avait marqué à l'époque la plus ancienne friture de Bruxelles. Je préfère déposer moi-même, madame. 4. Bon appétit. هنا يتم الاحتفال بالمحار كغذاء يبعث على الرضا والسرور ويجعل الزبائن أكثر ارتباطا بالاسم. L'affaire a été au début du siècle dernier. On a gardé le restaurant, il y avait 2 maisons, c'était un petit restaurant de quartier, je dirais. Mais c'est surtout du temps de mes parents à l'Expo universelle en 58. Vous savez, à Bruxelles, il y a eu l'Expo universelle et ça a vraiment donné un coup de fouet. Juste après la guerre, il y a eu les 30 belles années. Et là, Bruxelles a connu vraiment un essor important avec l'arrivée de l'Europe. فرغم تحول شيليون إلى عائلة مطاعم تعدت حدود بلجيكا إلى باريس وغيرها، إلا أن هذا المكان الأول يبقى الأكثر جذباً. C'est pas une passion. C'est pas une passion de restaurateur, même si j'aime le métier de restaurateur et j'aime faire la cuisine, mais c'est pas ça qui m'a passionné. Ma passion, elle vient du fait que c'était reprendre l'entreprise familiale, vous voyez? Je m'appelle Dani, je suis la belle-sœur de Rudy Van Lancker. Je suis ici depuis 52 ans. En fait, je me trouve ici dans la première maison, où il y avait ici devant moi la cuisine, la porte d'entrée était toujours la même, donc, et la seconde maison a été achetée par après. Alors le bar est toujours le même, le bar est resté. Alors j'ai commencé avec la grand-mère, tante Pauline, et avec mes beaux-parents. Et j'avais un beau-père extraordinaire qui m'a appris vraiment tout le métier. En fait, c'est Monsieur Georges Van Lancker, mon beau-père. Le père, il était extraordinaire. Il était bon comme le pain d'épices. C'était vraiment un personnage. Voilà, ben là on est dans encore une autre salle, donc on appelle la salle des menus. Donc vous avez au mur l'historique de tous les menus depuis 50-60 ans, avec le menu historique qui est celui-là. C'est un menu à 75 centimes. Donc vous voyez, les prix de l'époque sont... Et en dessous, vous avez tout l'historique des menus. Ça c'est par exemple, ça c'est en 75, ça c'est dans les années 50, ça c'est dans les années 60, ça c'est plus récent, ça date d'il y a une dizaine d'années. Donc il y a une trentaine de menus différents. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brucker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. De l'histoire transpire des murs. Vous regardez toutes les photos, tous les documents, l'histoire transpire des murs. Tout le temps, Bruxelles chantait. Tout le temps, Bruxelles brûlait.
بعد الفاصل. Avec le temps, ce qui avait évolué, c'est le nombre des rayures. Et on s'était arrêté à 7 rayures qui correspondaient aux 7 provinces basques. لارتيك، قصة دكان وعائلة جعلت قماش الكتان جزءا من صناعات كثيرة وأدخلته إلى بيوت خلف حدود المدينة. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils connaissent du Pays basque, ils connaissent le piment, la croix basque et le linge basque. C'est les 3 premiers produits qu'ils nomment lorsqu'on parle du Pays basque. الآلة التي أنجزت إحدى مفاخر الصناعة المحلية لم تتوقف عن الدوران منذ 100 عام، بل أوجدت لنفسها وللعائلة التي احترفت العمل أسباباً للاستمرار. Et où mon arrière-grand-père, en 1910, avait créé la première société textile, qui était une fabrique de toile à espadrille. L'espadrille, qui est une chaussure traditionnelle du Pays basque, avec une semelle en corde et un dessus en toile. Et nous faisions toute la partie toile. Enfin, mon grand-père, mon arrière-grand-père faisait la partie toile. Et ça a duré 3 générations. Mon arrière-grand-père était issu d'une famille d'agriculteurs. Et c'est mon arrière-grand-mère, Anastasie, qui un jour lui a dit « Bon, ça serait bien peut-être qu'on change de métier. L'agriculture, ça ne va pas nous mener bien loin. Donc il faudrait essayer de trouver à faire une autre activité. » Et c'est là qu'elle lui a proposé, elle lui a dit « Moi j'ai une idée, il faudrait que tu apprennes le métier de tisserand. » Et c'est à ce moment-là qu'il est parti dans le nord de la France, en 1909. Et qu'il a passé quasiment 1 an à se former au métier de tisserand. Et quand il est revenu dans le sud-ouest, il a racheté une ancienne tannerie qui est devenue un tissage, et c'est là qu'il a commencé à faire de la toile à espadrille. الحذاء التقليدي الذي كان السلعة التي صنعت مجد المكان لم يكن وحده قادراً على العبور بالأرتيج إلى قرن جديد. Donc durant 3 générations, l'activité principale des établissements Lartigue a été la toile à espadrille, et ce jusque dans les années 80-85, où l'arrivée des premières espadrilles asiatiques a provoqué, disons, la chute de la production de toile pour les établissements Lartigue. À ce moment-là, il a fallu trouver un moyen de remédier à cette baisse d'activité en remplaçant l'activité toile à espadrille par la production de linge basque, qui est devenue l'activité principale. Ce linge est devenu traditionnel et ensuite est devenu la mante à bœufs. La mante à bœufs, pourquoi? Parce que ça a été le manteau des bœufs, c'est-à-dire une toile traditionnelle que l'on mettait sur les bœufs de l'attelage lorsqu'on sortait ou lorsqu'on allait au champ pour protéger les attelages. Et ensuite, cette mante à bœufs est devenue un linge de table. Donc cette mante, on appelle une mante à cause du fait que c'était une mante à bœufs, c'est-à-dire qu'on posait sur les bœufs, était posé ainsi sur les bœufs avec traditionnellement 2 rayures comme ça sur la largeur.
et faite uniquement en lin. Ensuite, ce linge traditionnel a évolué vers un linge comme ceci, c'est-à-dire toujours, on a respecté, si vous voulez, le côté fond écru naturel, avec des rayures couleurs. Alors ce qu'on voit qui a évolué, effectivement, c'est les 7 rayures, c'est-à-dire que maintenant, avec le temps, ce qui avait évolué, c'est le nombre des rayures, et on s'était arrêté à 7 rayures qui correspondaient aux 7 provinces basques. 4 en Espagne et 3 au Pays basque français, qui formaient le Pays basque. تعلم الأرتيج التفاعل مع المحيط ليتمكن من مواكبة حاجيات الناس وليؤمن استمرارية مؤسسة تتنوع منتوجاتها ويبقى أصلها القماش. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les gens qui viennent sur les magasins, ce sont des locaux. Ensuite, ces personnes nous amènent des personnes de leur connaissance, de leur famille, qui viennent en vacances au pays. Mais aussi, on a beaucoup de gens extérieurs à la région et qui sont passionnés par le Pays basque et qui aiment beaucoup le linge basque, qui viennent nous voir et acheter et repartent chez eux avec un souvenir du Pays basque et souvent, très souvent, avec du linge.